Là, je vous cite une question de la défense à la plaignante lors du procès du révérend Paul Mukendi qui s'est déroulé à Québec l'été 2019. Vous souvenez-vous, madame, d'avoir confié à une amie que vous êtes tannée d'être vierge. Et vu les enjeux, cette question avait vraiment toute son importance, vu que la plaignante affirmait avoir été victime d'agressions sexuelles à l'âge de 14 ans. Mais quand elle faisait ses confidences, elle avait 25 ans. Et ces confidences n'ont pas seulement été faites à une personne, pas à deux personnes, pas à trois personnes, mais à plusieurs personnes, puisque je les ai tous rencontrés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon tuto consacré à la fête du révérend Paul Mukendi. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai assisté à tout le procès, j'ai assisté aux deux procédures d'appel et d'ailleurs, je vais vraiment vous lire les deux rapports rendus par les deux juges. Celui de l'année passée et celui très récent, tout frais, celui du 3 mars. Mais je vais comme résumer ce que j'ai dit à la première partie, mais je vais vous mettre le lien de la première partie plus bas. C'est-à-dire que tout a débuté le 2 mars, quand le révérend Paul Mukendi a été arrêté. C'est là que tout a basculé pour les familles, pour l'église et pour le révérend. Fait qu'ils sont rentrés simultanément dans les familles. Ils ont arraché les enfants, certains ont été pris dans leurs écoles. Les familles ont été menacées, les familles ont été intimidées. Et les enfants ont même été utilisés comme moyen d'échange. Ils ont fait du chantage aux familles. Quitter l'église avant qu'on abandonne les poursuites. Pourquoi seulement aller à cette église? Il y a plusieurs églises dans la ville, mais pourquoi juste celle-là? Soit vous dites également des mensonges contre lui, pour qu'on abandonne les poursuites. Vraiment, en gros, c'est ce qui s'est passé. Et les familles ont vécu dans ce climat de peur, dans ce climat de terreur, dans ce climat d'intimidation pendant un an. Mais ce qui m'intéresse particulièrement ce soir, c'est le procès. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les deux juges différents, 2 années différentes, ont pu écrire des affaires, ont pu donner des rapports très similaires? Ok, c'est dans ça vraiment qu'on va rentrer. Mais avant de commencer, je vais vous lire le rapport qui a été écrit par la juge Cotnam l'été passé, plus précisément le 8 juillet 2019. C'est l'honorable Geneviève Cotnam, juge de la Cour d'appel du Québec. Puis là, je cite ce qu'elle dit. Ok, elle écrit: j'estime à ce stade-ci des procédures et sur la foi des informations dont je dispose actuellement que l'appel n'est pas futile. Sans me prononcer sur le fond de l'appel, l'appelant, c'est-à-dire le révérend Paul Mukendi, l'appelant attaque l'équité du procès et allègue le verdict déraisonnable. Okay? Ce moyen d'appel, s'il devait être accueilli, pourrait même mener à un verdict d'acquittement. Okay? Ça, c'est le juge de l'année passée. Puis, le 3 mars, le juge, l'honorable Rancourt, lui, il est vraiment allé même plus loin. Il est vraiment rentré dans les détails. Et ces détails, vous allez vous rendre compte que aucun journal n'en a jamais parlé. Pourtant, ça a été dit plusieurs fois au procès. Ça a été prouvé vraiment, puisque les preuves, je vais vraiment vous relater ce qui s'est passé par rapport à ça, ok? On va rentrer dans les détails. Là, je cite le juge Jocelyn F. Rancourt, juge de la Cour d'appel du Québec du 3 mars. Voilà ce qu'il écrit. Au regard de la solidité de l'appel, l'appelant, c'est-à-dire le révérend Paul Mukendi, pointe des erreurs de droit qui entacheraient l'équité du procès, une valeur fondamentale de notre système de justice. Citation de l'honorable Jocelyn F. Rancourt, juge de la Cour d'appel du Québec, 3 mars 2020. Puis il poursuit, il dit: l'appelant, c'est-à-dire le révérend Paul Mukendi, invoque également un alibi en ce qui a trait à des événements survenus en 2002 et 2003, puisqu'il est arrivé au Québec en juillet 2003. Citation de l'honorable Jocelyn F. Rancourt, juge de la Cour d'appel du Québec, 3 mars 2020. Puis là encore, il continue. J'estime que ces moyens d'appel énoncés dépassent en soi
les exigences du critère de non-futilité retenu par la Cour suprême. Puis là, il poursuit encore. La pondération de ces facteurs m'incite à croire qu'une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l'affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l'appelant, le temps de son appel n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Citation de l'honorable Jocelyn Rancourt, juge de la Cour d'appel du Québec. 3 mars 2020. Le point commun ici qui est vraiment très important, que les deux juges ont mentionné, c'est vraiment que la procédure d'appel n'est pas futile. Pourquoi? Là, je reviens à l'événement dont il a mentionné 2002-2003. Puisque au procès, vraiment, ce que les journaux ont oublié, si on peut dire subitement, ils ont été frappés d'amnésie, c'est que la plaignante disait avoir rencontré le révérend en 2001 dans un salon de coiffure de Québec. Or, en 2001, le révérend n'était pas encore sur le sol canadien. Il n'était pas encore arrivé ici au Canada. Puis, elle affirme que la deuxième agression a eu lieu en 2002. Or, en 2002, le révérend n'était pas encore au Canada, ok? Le révérend, lui, il est arrivé au Canada en juin 2003. Et c'est facile de vérifier ça. Juste, vous allez à l'immigration, dans le système là, ça, on ne vous loupe pas. Ça, c'est sûr qu'on retrouve tout ça. Mais le juge, il a eu le courage, ok? Parce que moi, j'ai dit que c'est du courage. Quand vous avez des preuves de même là, de regarder quelqu'un et de lui dire, oui, monsieur, en 2002, c'est ce que vous avez fait. Quand tout prouve qu'il n'était pas sur le sol canadien à cette époque. Puis, il y a également quelques faits qui sont vraiment troublants. La madame, elle affirme que le révérend a fait 3 ans quand il vivait chez ses parents. Ce qui est absolument faux. Et les preuves ont été apportées au tribunal. Vu qu'on a entendu la madame qui a loué l'appartement au révérend. Elle a affirmé, c'est-à-dire qu'elle a donné les dates de la location. Vraiment, ce qui prouvait que le révérend a juste fait 3 mois chez la plaignante. Pourtant, elle disait que le révérend a fait 3 ans chez eux. Plus étrange dans cette affaire, c'est que en 3 ans, personne n'a jamais rien vu, personne n'a jamais rien entendu à la période qu'elle supposait que le révérend avait habité chez elle. Vu que même au tribunal, quand on a dit à cette dame, à la plaignante, c'est-à-dire de faire un schéma de la maison, ok? Fait que le schéma de la maison, elle essayait de le bonifier, elle essayait de le transformer, elle essayait un petit peu de changer la configuration. Mais on a montré justement le schéma que sa mère avait déjà fait avant, lors des interrogatoires avec la police. Puis quand on la montre, on compare les deux schémas, on dit, bon, est-ce que vous vous rappelez de ce schéma-ci? Est-ce que vous vous rappelez de la signature, du nom qui est inscrit en dessous? Elle dit que oui, elle reconnaît, c'est le nom et la signature de sa mère. Puis là, subitement, elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle veut sortir. Puis là, elle sort. Puis entre les deux portes, pour ceux qui étaient au tribunal, c'est là qu'ils vont comprendre. Entre les deux portes, quand elle veut déjà sortir, sa mère est en arrière d'elle, puis sa mère lui parle en lingala. Bon, moi, je ne comprends pas lingala. Tout ce que je comprends du lingala, c'est kitoko. Ok? C'est tout ce que je comprends. Fait que, et celle qui est à côté de moi, elle, c'est swahili qu'elle comprend. Ok? Fait que, et la longueur de la phrase, là, je ne peux pas la répéter. Fait que je ne connais pas c'est quoi. Mais, ce qui est certain, le temps que le constable se retourne, puis se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tout avait été dit, tout avait été fait. Fait que quand la madame plutôt, la plaignante, elle revient dans la salle, on lui remontre encore le croquis. Puis là, on lui dit, est-ce que vous reconnaissez le nom? Est-ce que vous reconnaissez la signature? Elle dit, c'est le nom, mais ce n'est pas la signature de ma mère. Là, subitement, elle avait changé. Et tout au long du procès, tout au long des procédures, même avant, c'est à ce à quoi on a assisté. C'est-à-dire c'est ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire elle essayait de bonifier les situations, elle était frappée subitement d'amnésie,
elle avait des versions différentes. Je vous dis, toute cette affaire, il y a au moins 4 versions. Et les versions qu'elle a données aux interrogatoires précédents et les versions qu'elle a données au tribunal. Je vous cite également quelque chose de très important, vraiment quelque chose qui était vraiment très important lors du procès, l'affaire du couteau. Vu qu'elle a affirmé avoir été agressée avec un couteau. Les enquêtes n'ont pas précisé, lors du procès, ils n'ont pas précisé ça. Mais j'ai fait ma petite enquête parce que j'ai retrouvé ces anciennes locataires de septembre 2012 en juin 2013. Et une de ces anciennes locataires qui était également son amie à l'époque m'a dit, c'est quelqu'un qui a fait des cours de cuisine pendant des mois. Elle a travaillé comme cuisinière. Et là, c'est là que j'étais vraiment stupéfaite quand je l'ai entendu. Puis là, puisqu'au procès, là, on lui montre des couteaux. Ok, parce qu'un des chefs d'accusation, c'est vraiment l'attaque au couteau. Fait que c'est vraiment quelque chose de très important. Vu qu'ils ont inculpé le révérend pour tous les chefs d'accusation. Là, l'enquêteur, puisque on nous projette un interrogatoire qu'elle a eu, puis les couteaux sont dessinés sur un tableau. Puis l'enquêteur lui montre vraiment pour qu'elle ne se trompe pas là. Il y a un couteau qui est pointu, il y a un couteau. Puis elle lui demande c'est exactement lequel des couteaux, puisque c'est vraiment avec croquis là. Elle dit non, c'est vraiment, elle pointe un autre couteau, ok? Puis là, au procès, quand on lui demande c'est exactement quel couteau, elle a changé le couteau, le type de couteau complètement. Comment quelqu'un qui a fait des cours de cuisine, comment quelqu'un qui a été cuisinier ne sait pas reconnaître un couteau lors d'une agression? 3 versions différentes pour un couteau, pour un cuisinier, il y a quelque chose qui cloche. Puis également, elle a affirmé que sa mère l'a offert en sacrifice. Sa mère a assisté à certaines séances du procès. Okay, elle n'était pas là tous les jours, ça je ne veux pas mentir. Mais le jour qu'elle a dit, sa mère était là. Parce que je me rappelle qu'après, sa mère est sortie de la salle quand elle a déclaré ça. Fait que elle a affirmé avoir été offerte en sacrifice au révérend par sa mère. Sa mère a assisté à tout le procès. Sa mère n'a jamais été inquiétée. Elle n'a jamais été appelée pour témoigner. Parce que ça, c'est un acte ignoble, c'est un acte barbare. C'est-à-dire offrir un enfant en sacrifice. Pourquoi elle n'a pas été inquiétée? Je ne sais pas pourquoi. C'est eux seuls vraiment qui le savent. Puis également elle a affirmé que les agressions se passaient le soir quand il y avait des gens à la maison. Parce que selon la configuration de la maison, les 2 chambres, sa chambre et celle du révérend, étaient vraiment diamétralement opposées. C'était vraiment des 2 côtés comme ça. Puis là, il y avait des escaliers, ok? Puis sa chambre était au bout du corridor, la chambre du révérend au bout du corridor. Fait que ne me dites pas que pendant 3 ans, quelqu'un quitte le bout d'une chambre, il s'en va au bout d'une autre chambre, dans une vieille maison qui craque. Personne n'a jamais rien vu. Personne n'a jamais rien entendu en 3 ans, ok? Puis en plus, la mère de cette madame, elle a affirmé lors d'un interrogatoire à la police que la chambre était occupée par 2 personnes. Elle était occupée par la plaignante et par sa jeune sœur. Fait qu'il y avait 2 lits dans la chambre. Fait que, mais lors du procès, le 2e lit a disparu, la 2e victime a disparu. Et ce qui est plus grave, la mère de la plaignante était au tribunal. Elle n'a jamais été appelée à comparaître pour expliquer ce fait-là. Fait que je reviens sur la maison. Comment, en 3 ans, personne n'a jamais rien entendu? En 3 ans, personne ne s'est jamais levé au bout de la nuit pour une raison quelconque. En 3 ans, personne ne s'est jamais senti mal dans la maison. En 3 ans, personne n'a jamais déjà allé aux toilettes dans une maison, une vieille maison, comme je le disais tantôt, qui craque là. Personne n'a jamais rien entendu en 3 ans. Et même en 14 ans qu'elle accuse le révérend, personne n'a jamais rien vu. Personne n'a jamais rien entendu. Certaines personnes vont se dire, oui, il y a les agressions sexuelles qui se passent dans le silence et les victimes. Mais là, pour elles, ça ne se passait jamais dans le jour. Vu que tout mensonge n'est pas parfait, pour elle, ça se passait toujours dans la nuit, dans une maison où il y avait au moins 9 personnes. 9. Ok, dans la nuit, une maison occupée pendant 3 ans, comme elle disait, bien que le révérend ait seulement fait 3 mois chez eux. C'est d'abord un gros mensonge, 3 ans. Le révérend n'a fait que 3 mois, 3 mois dans leur maison, comme je vous ai expliqué tantôt. Puis en plus de ça, elle faisait, lors des interrogatoires, là, c'était vraiment du théâtre. Ok?
C'est-à-dire, elle faisait des fois semblant de pleurer, elle faisait semblant de vomir. Lors d'une séance, même, on a dû interrompre en après-midi, je pense déjà dans les 13 heures, parce qu'elle faisait semblant de vomir. Fait que, vu qu'il se faisait un petit peu tard, le juge a comme interrompu la séance pour qu'on se retrouve le lendemain. Puis après, on la ramasse, on la retrouve en bas en train de rire, en train de crier, en train de s'esclaffer là. Finalement, la défense doit demander, est-ce que madame, vous êtes consciente que ça c'est un procès et que c'est sérieux? Parce que là, ce n'était pas vraiment sérieux. Parce qu'en 3 jours d'interrogatoire, là, c'était juste des versions différentes. C'était juste des contradictions. C'était juste, c'est-à-dire, parce qu'on l'a fait réentendre ce qu'elle a dit avant. Mais elle essayait toujours de s'échapper, elle essayait toujours. Mais on voyait même le juge qui a prononcé la sentence, là, je vous le dis, il le sait. Qui a donné ce verdict-là, il le sait. Parce que des fois, quand il la regardait même, ça je vous le dis honnêtement là, des fois il restait comme ça. Vous sentez qu'il se disait, mais elle nous prend pour qui? Ok? Mais elle nous prend vraiment pour qui? Parce que c'était tellement flagrant. Tout le monde, des fois qu'elle parlait là, tout le monde était fatigué d'entendre. Parce que c'était tellement flagrant, tous les mensonges qu'elle débitait. Ça n'avait même pas de sens, tout ce qu'elle débitait. Ça n'avait même pas de sens. Parce qu'au début du procès, ils ont dit qu'il y avait plusieurs plaignantes. Ok? Moi, je vous le dis honnêtement. Ces plaignantes-là, c'est un groupe d'amis. On les connaît. Si vous allez... c'est parce que je ne peux pas donner les noms. Si je vous donne un nom, vous retrouvez toute la gang. Parmi elles, il y a même des femmes mariées qui sont allées dans le bureau du révérend pour le faire des avances. Des femmes mariées. Ok? Fait que dans toute cette église-là, il n'y a aucun homme parmi tous ces groupes. Il n'y a aucun homme qui a fait des plaintes. Aucun homme. C'était juste un groupe de femmes. Et comme je vous disais tantôt, des femmes mariées. Certains sont entrés dans le bureau faire des avances. Le révérend avait même dit qu'elles ne viennent plus. Il a donné aux ordres de la secrétaire, je ne veux plus les voir. Elles n'entrent plus dans mon bureau. C'est comme pour vous dire que ce sont juste des femmes qui ont été frustrées. Certains hommes m'ont avoué devant le juge qu'elles trouvaient le révérend beau. Qu'elles le trouvaient comme un acteur de film, un acteur hollywoodien. J'enlève le nom de l'acteur, je ne veux pas le mentionner. Mais ça a été dit devant le juge. Et ce sont justement ces filles-là qu'on a mis comme à côté. Mais à part ça, il y a également le côté que, elle a dit comme quoi, on faisait juste la battre. On ne lui donnait pas d'argent. Ok? Elle a dit juste qu'une fois, on l'a donné 40 $. Ok? Et que cet argent même là, elle ne le voulait pas. C'est parce que le révérend a insisté pour qu'elle prenne. Les journaux ne l'ont pas mentionné. Ok? Elle a reçu des milliers de dollars. Et je vais vous rappeler, elle n'est pas de la famille du révérend. C'est quelqu'un à qui le révérend a eu compassion. Dans cette histoire, le révérend, c'est une victime. Okay? C'est la vraie victime de cette histoire. C'est sa maison qui est la victime de cette histoire. C'est l'église qui est la victime de cette histoire. C'est-à-dire c'est les familles finalement qui ont trinqué pour cette histoire également. Parce que le révérend a payé son loyer pendant 2 ans. Ça a été prouvé. Tous les textos ont été déposés comme preuve. Les messages téléphoniques, les textos, les messages téléphoniques, les courriels, tout ça qui ont été retracés. Les phrases exactes. Pasteur, s'il vous plaît, ma passe d'autobus. Pasteur, s'il vous plaît, je n'ai que vous. Et vous pensez que ces mots-là, c'est quelqu'un qui est menacé, qui est dans un système de terreur pendant 14 ans. S'il vous plaît, tout ce qu'elle dit, les passes d'autobus, même 10 $, elle demandait. 15 $, elle demandait. Pourtant, c'était quelqu'un qui travaille. Puisque dans un des textos, le pasteur dit même que, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Mais tu travailles. Mais il lui donnait, pasteur, s'il te plaît, dans 2 jours, j'ai besoin de 500 $. Des sommes d'argent de même comme ça. Quelqu'un, il n'est pas de ta famille. Ici, en Occident, quelqu'un s'occupait. Ceux qui vivent en Occident, ils savent c'est quoi. Donner 100 $, donner 100 €. Ils savent vraiment c'est quoi. Fait que quelqu'un comme ça qui ne vous connaît pas, non, c'est quelqu'un qui a bon cœur, qui vous donne de l'argent comme ça. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui a Dieu en lui. C'est juste parce que c'est un homme bon. Comme il a toujours fait avec nous autres, avec tout le monde. C'est parce que c'est un homme bon qu'il a fait. Il a eu compassion d'elle parce qu'elle était abandonnée par sa famille. Ok? Fait que c'est ça. Pendant 2 ans, le révérend s'est occupé d'elle. Pendant des années, il a payé, l'autobus même, il payait. Quand elle avait des problèmes, comme je vous ai lu tantôt, elle faisait des demandes au révérend, fait qu'il faisait des virements.
Et en plus de ça, quand la femme du révérend, quand elle a voulu, il y a eu un mariage, elle a voulu assister, elle n'avait pas d'habits. La femme du révérend lui a donné ses habits, dont sa robe de mariage traditionnelle. Lors du procès, l'avocat du révérend a montré une photo. Elle demande à la plaignante, est-ce que vous vous rappelez de cette robe? Elle dit oui. Est-ce que vous possédez encore cette robe? Elle dit oui. Puis elle montre, on passe tout ça au juge, au juré. On dit ça, c'est la robe de mariage traditionnelle de la femme du révérend, que la femme du révérend lui avait donnée. Elle a possédé encore cette robe. Vous pouvez comprendre. Pour quelqu'un qui se dit autant menacé, pour quelqu'un qui se dit avoir été utilisé, faire du ménage, tout ça, elle n'est presque jamais arrivée sur le révérend. À peine une ou deux fois quand la femme du révérend était là. Mais en 2015, en décembre 2015, quand finalement le couple pastoral décide à la rencontrer pour lui dire qu'il faut qu'elle essaye de se prendre en main, ok, qu'ils lui ont donné un délai de 3 mois, comme de quoi il fallait qu'elle se prenne en charge. Là, c'est sûr qu'elle n'était pas contente, ok, fait que les virements ont cessé 3 mois plus tard, fait qu'elle n'avait plus l'argent de la maison, comme cela se faisait avant. Puis c'est là qu'elle a quitté l'église et c'est là qu'elle a décidé de porter plainte quand le robinet était fermé. C'est ça la réalité. Et elle-même, selon la phrase que j'ai dit en début de tuto, tout le monde à l'église savait qu'elle était vierge. Elle s'en vantait tellement. Elle rencontrait même les hommes mariés, elle disait « Je suis vierge ». Les hommes mariés, je suis vierge. Et à l'église, elle a failli briser beaucoup de ménages, ok? Le révérend a tellement été bon avec elle. Moi, je vous le dis là, c'est là que vous connaissez comment est le cœur de ce papa. Parce que vraiment, les familles étaient excédées, même les femmes étaient tannées par tout ce qu'elle racontait. Parce qu'elle, là, c'était que les hommes mariés qui l'intéressaient. T'es pas marié, tu n'intéresses pas. Elle jetait toujours son dévolu sur les hommes mariés. Ça, je le dis. Ok? Et c'est pas faux. Fait que le révérend disait toujours que non, laissez-lui le temps, elle va changer. Laissez-lui le temps, elle va changer. Fait que c'est comme ça parce que le révérend, il trouve toujours quelque chose de bon sur quelqu'un. Ok? Vous pourrez lui dire quelqu'un a fait quoi que ce soit. Lui, il va toujours trouver le bon côté des choses. Il va se dire non, Dieu va transformer. Et c'est comme ça qu'il apprenait. Dieu va transformer. Comme je vous ai dit, c'est comme ça vraiment que tout a basculé également d'un autre côté pour le révérend. Quand le robinet s'est fermé, elle s'est dit, toi, je t'aurai. Puis, elles ont formé leur groupe d'amis et celles qui ont été comme rejetées, tout ça, elles se sont entendues pendant quelques temps. Je ne sais pas vraiment le temps que cela a pris. Elles ont essayé de concocter quelque chose. Fait que c'est comme ça que on s'est ramassé. On a dit dans les radios, dans les médias, il y a plusieurs victimes. Fait que dans le fond, il n'y a aucune victime. La seule victime, c'est le révérend. La seule victime dans tout ça, vraiment, c'est lui. C'est vrai qu'au départ, dans cette histoire, il faut connaître que cette histoire a un fond. Le révérend, sa voix dérange. C'est un homme d'église qui a des paroles puissantes qui dérangent. Mais quand il parle à l'église. Il ne va jamais aller dans la rue, je ne sais pas, provoquer qui que ce soit ou nous dire de faire des affaires, je ne sais pas, ou inciter à la violence ou non. Il prêche ce qui est écrit. C'est tout ce qu'il fait. Il prêche ce qui est écrit dans la parole, mais on l'en veut pour ça. Fait que quand toute cette histoire a déclenché en 2017, il fallait voir la haine dans les médias. Il fallait voir vraiment, c'est un mélange de racisme. Ça, je le dis sans me cacher. C'est un mélange de racisme, c'est un mélange de haine, c'est un mélange de jalousie. Même les pasteurs sont complices de tout ça et la communauté congolaise. Vous entendez mon accent, je ne suis pas congolaise du tout, mais cette communauté vraiment déteste ces frères qui ont réussi. Ça, je ne savais pas. C'est ici que je l'ai appris. C'est cette histoire que les Congolais se détestent entre eux. Moi, je ne savais pas ça. Fait que dans la ville, ils détestent vraiment. C'est-à-dire,
il y a des gens qui racontent tellement d'affaires là, mais qui ne l'ont jamais rencontré. Des fois, vous allez entendre des filles qui disent que parce que le nom du révérend aujourd'hui, c'est devenu un grand nom. Les filles, il y a des filles qui vont aller dans leurs églises, elles vont raconter, parce que ça, c'est déjà arrivé. Quand elles font semblant d'arriver chez nous, puis dans notre église, puis qu'elles partent dans leur église, elles disent comment le révérend les a draguées, pour qu'on dise aussi que elles se trouvent, ça leur fait paraître un petit peu plus intéressant. C'est vraiment ce qu'on vit ici. Il y avait vraiment un climat de haine, un climat vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, de jalousie, de répression, vraiment, et ça continue. Ce n'est pas fini. On accuse le révérend d'envoyer ses enfants dans des écoles privées. Mais pourquoi il ne doit pas envoyer ses enfants dans des écoles privées? Parce qu'il est noir? Parce qu'il est pasteur? C'est vrai qu'ici, on dit que les hommes d'église doivent être pauvres. Mais c'est écrit où que les hommes d'église doivent être pauvres? Puis, on le reproche également d'avoir de grosses voitures. Dans la vie, il y a plusieurs personnes qui ont de grosses voitures. Qui a dit qu'un pasteur ne doit pas avoir de grosses voitures? On lui reproche sa femme également des grosses voitures. Mais c'est bon pour le royaume. Pourquoi il faut toujours que les hommes d'église soient pauvres? Mais non. C'est-à-dire, tout ce qu'on reproche dans le fond là, c'est juste ça. C'est parce que c'est un noir qui a des biens matériels, parce que c'est un noir qui a sorti sa tête de l'eau, parce qu'également, il combat le monde des ténèbres. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes en 2020, mais le racisme est bel et bien présent où nous vivons. Il faut juste le voir là. Des fois, là, vous arrivez dans une place là, parce que vous êtes noir là, juste la caissière là, elle va faire sa main comme ça. On vit ça tous les jours. Où on vous traite de négresse, on vous traite de... Mais les gens vont dire que nous sommes en 2020. Quand ça les arrange, on te sort 2020, subitement. Fait que c'est vraiment ça que l'Église a subi. On a vraiment le révérend vraiment en tête de liste. C'est un homme fort. Je ne sais pas comment il fait pour traverser tout ça, parce que nous-mêmes là, nous le subissons, mais pas comme lui, parce que c'est son nom qui est partout, c'est son nom qu'on, comment je vais dire ça, c'est son nom qu'on publie partout pour raconter du n'importe quoi, mais c'est vraiment lui qui porte nos fardeaux, ok? Nous sommes à l'église, nous sommes un petit peu comme cachés. C'est vrai qu'on a également subi, mais c'est lui qui a subi le contre-coup de tout ça. Et il y avait tellement c'est-à-dire que des prédications, tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire c'était comme enlevé dans leur contexte. Vous les voyez dans les radios, dans les médias. Oh, il dit comme quoi la femme ne doit pas travailler, l'homme c'est le maître de la femme, mais pas dans le contexte vraiment, dans des situations complètement différentes. Moi, je suis à l'église, je travaille. Je suis entrepreneur, ok? Je suis entrepreneur genre à 80%, je travaille ailleurs, à l'extérieur, on peut dire à 20%. Mais je travaille. Il y a des entrepreneurs, des femmes à l'église, des femmes fortes. Même la femme du pasteur, c'est une entrepreneur. Ok? Elle a son entreprise de stylisme. Elle travaille. Fait que ne venez pas nous dire, parce on veut comme nous apprendre qui nous sommes. Parce que quand vous n'êtes pas en général comme les autres, c'est-à-dire, on a l'impression que on est fier de ce qu'on est, ok? On n'a pas assez justifié de ça, on n'a pas justifié notre foi, et c'est ce qu'on veut nous faire croire, que là, quand tu es chrétien, c'est comme si ta vie est foutue, quand tu es chrétien, c'est comme si ta vie est plate, non. Moi, ma vie n'est pas plate, j'aime la vie que je mène, ok? C'est tout ce que je peux dire là, j'aime vraiment la vie que je mène, j'aime mon taf, j'aime faire mes affaires, c'est tout, mais c'est juste pour dénoncer vraiment ce qui a été dit dans les médias, ce qui est complètement faux, ce qui est complètement absurde, parce qu'ils ne connaissent rien. Parce que dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés spécialistes dans une affaire qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous ne connaissez pas une affaire, cherchez des spécialistes. Du monde, on racontait du monde n'importe quoi, ils ne connaissent rien de la Bible. Ok? Certains disent que j'ai entendu une fois une radio et plusieurs journalistes le disent. Certains qui se fait appeler par ses fidèles apôtres. Non, c'est pas par ses fidèles. Les apôtres, comme les docteurs de la parole, comme les pasteurs, comme les évangélistes, c'est biblique. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les fidèles du centre évangélique Parole de Vie qui ont inventé ce mot apôtre. Si vous ne le connaissez pas, informez-vous. Le révérend Paul Mukendi n'a pas inventé la Bible. Le révérend Paul Mukendi n'a pas écrit la Bible. Avant lui, la Bible existait et après lui, la Bible va continuer d'exister. C'est ce qu'il faut savoir. Informez-vous quand vous ne connaissez pas quelque chose.
Fait que la semaine prochaine, je vais vraiment rentrer, je vais vraiment parler de mon cas particulier parce que moi aussi, j'ai été interrogée. Bye et à très bientôt.